Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition de l'Africa Tonight et voici les titres de l'actualité. Au Soudan, reprise des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation ce lundi, des discussions qui porteront sur un transfert du pouvoir à une autorité civile. Les deux parties divergent notamment sur la formation d'un organe pour remplacer le conseil militaire. Au Maroc, le gouvernement veut mettre en place une taxe sur les bénéfices des géants du numérique, les GAFA, à savoir Google, Facebook, Apple et Amazon. L'impôt pourrait rapporter plusieurs milliards de dirhams au fisc marocain. Et puis en Tanzanie, un jeune mannequin, Mikey Dio, atteint de vitiligo, fait de sa maladie de peau un atout. Son objectif, lutter contre la stigmatisation et devenir une source d'inspiration. Mais d'abord, au Burkina Faso, une église catholique a été la cible d'une attaque ce dimanche 12 mai à Daglo, dans le centre-nord du pays. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées. Des hommes armés en moto ont ensuite mis le feu à l'église, des boutiques et un maquis. Le Burkina Faso est la cible d'attaques de groupes djihadistes de plus en plus meurtrières depuis 4 ans. Mais c'est la première fois qu'une église catholique a été visée par une attaque terroriste dans le pays. Au Soudan, les discussions entre l'armée et les mouvements de contestation sur la transition politique aura finalement lieu ce lundi 13 mai. Les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile qui était au point mort jusqu'à présent. Les deux parties divergent notamment sur la formation d'un organe pour remplacer le conseil militaire. Corinne Kandem et Fanny Monichi. Il reste mobilisé. Malgré le début du jeûne du Ramadan, des milliers de manifestants soudanais continuent de camper devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils demandent la mise en place d'un gouvernement civil. L'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, le martèle. La transition, ils la veulent sans militaires. Nous appelons le Conseil militaire à conclure un accord pour transférer le pouvoir aux forces révolutionnaires. Le succès de la révolution repose sur le transfert du pouvoir à une autorité civile à part entière. L'armée soudanaise, de son côté, a proposé de reprendre des discussions sur le transfert du pouvoir ce lundi, des négociations pour l'instant au point mort. Le principal point d'achoppement, la composition d'un organe appelé à remplacer le conseil militaire. Le Soudan étant un pays stratégique, n'oubliez pas, il y a le Soudan qui a des raisons d'entrer en guerre avec le Soudan du Nord. Il y a le Yémen qui est juste à côté. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie par rapport à la gestion des eaux du fleuve Nil. Il y a toute l'instabilité qui est en République démocratique du Congo. Donc l'armée s'estime être les gardiens du temple, sur le plan politique, sur le plan géostratégique. Mais l'armée qui brasse beaucoup d'argent ne voudrait pas perdre ce gâteau. D'un autre côté, les civils voudraient revenir à un gouvernement à peu près normal. Alors comment concilier ces deux revendications ? Je pense qu'ils vont finir par des résultats gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y aura un gouvernement mixte à prépondérance civile. L'armée va rentrer dans les casernes, mais ils vont laisser quelques têtes occuper des postes clés. Ce sera des négociations au forceps et qui vont finir dans quelque chose de gagnant-gagnant. Les désaccords ne s'arrêtent pas là. L'ALC a d'ailleurs listé l'ensemble des divergences avec les généraux. Parmi celles-ci, la charia, la loi islamique, que les militaires souhaitent garder comme source de la législation. Et dans l'actualité également, au Bénin, le domicile de l'ancien président Boni Yayi, à nouveau encerclé par la police. Des voitures de police et des barricades ont été aperçues dans la rue où se trouve sa résidence ce dimanche. Le motif de leur présence n'a pas été révélé. Les proches de Boni Yayi craignent pour sa sécurité depuis le 1er mai dernier. Des heurts avaient en effet éclaté entre manifestants et forces de l'ordre après l'annonce des résultats des législatives, des élections dont l'opposition était exclue. Le Maroc prévoit de taxer les bénéfices des GAFA, à savoir Google, Facebook, Apple et Amazon. En effet, ces géants du numérique tirent grand profit du marché marocain par le biais d'annonces publicitaires, mais sans payer d'impôts. Une atteinte à la concurrence loyale avec les firmes nationales, selon le gouvernement. Fanny Monichi. Les GAFA au Maroc, c'est 360 millions de dirhams de recettes publicitaires chaque année. Les GAFA, entendez par là les 4 géants du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple. Leur taxation pourrait rapporter plusieurs milliards de dirhams au fisc marocain. Les géants du digital tirent grand profit du marché marocain via les annonces publicitaires, mais sans payer d'impôts, ce qui porte atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises nationales et les GAFA. Le gouvernement marocain qui envisage la mise en place d'un cadre réglementaire du numérique afin d'appliquer un système fiscal à ces plateformes. La Direction générale des impôts a déjà constitué un groupe de travail sur la question, mais la marge de manœuvre est faible, les GAFA n'étant pas des entreprises physiques.
Les États sont toujours en train de retard par rapport aux entreprises. Les multinationales ont à un moment donné réussi à faire de l'optimisation fiscale jusqu'à ce que les États réussissent à mettre en place des lois fiscales, tout un cadre juridique et fiscal qui leur permet de pouvoir récupérer des impôts. On est à peu près dans la même situation aujourd'hui avec des pays qui, comme le Maroc par exemple, ne disposent pas d'un cadre juridique clair qui définissant l'assiette fiscale d'imposition et des règles de taxation afférentes au chiffre d'affaires de ces GAFA. Donc, à partir du moment où vous ne disposez pas d'un cadre juridique performant, vous ne pouvez pas baser votre demande de paiement d'impôts sur quoi que ce soit. Donc, ce qui fait qu'il est très très difficile pour des pays comme le Maroc de pouvoir taxer les GAFA. En mars 2018, l'Office d'échange et la Direction générale des impôts avaient annoncé la création d'une commission pour taxer les revenus publicitaires de Facebook et Google. Mais après une première réunion, la commission n'avait plus communiqué ses actions. Rencontre à présent avec un jeune mannequin tanzanien atteint de vitiligo, longtemps stigmatisé. Mikey Deo a fait de sa maladie de peau un atout majeur. En 2018, elle a même été élue meilleur modèle masculin de la Tanzanie lors de la semaine de la mode Swahili. Corinne Kamdem. Également appelée leucodermie ou acromie, le vitiligo est une maladie chronique de l'épiderme qui se produit lorsque les cellules qui produisent la mélanine cessent de fonctionner, laissant des plaques blanches de dimension, d'aspect et de localisation variables sur la peau. Auparavant embarrassé par le poids du regard des autres, à 23 ans, le jeune mannequin tanzanien Mikey Deo, atteint de vitiligo, en a fait son atout majeur. Vous savez, en Tanzanie, il n'existe personne d'autre comme moi. Alors quand certains créateurs m'ont vu, ils ont été séduits car j'étais unique en mon genre. C'est la chance que j'ai eue. La mannequin est porte-parole Winnie Harlow, qui a acquis une renommée en participant à l'émission télévisée américaine Next Top Model, a contribué à mettre le vitiligo à l'honneur et à inciter d'autres personnes comme Mickey à lutter contre la stigmatisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Mickey a choisi ce métier. Il a apporté à l'industrie une fraîcheur différente, une beauté différente qui inspire beaucoup de personnes qui pensent ne pas pouvoir intégrer l'industrie de la mode à cause de leurs différences. En 2018, Mikey Deo a été désigné meilleur modèle masculin de la Tanzanie lors de la prestigieuse Semaine de la mode Swahili qui attire les poids lourds de l'industrie de l'Afrique centrale et orientale. Mikey souhaite être une source d'inspiration pour d'autres personnes atteintes du vitiligo. Cette maladie de la peau touche entre 0,5% et 2% de la population mondiale selon les études. En Afrique du Sud, l'Académie Nanwa forme des jeunes filles aux danses chinoises. La troupe de danse fusionne les arts africains aux arts asiatiques. Elles y apprennent également les fondamentaux de la culture chinoise, comme le mandarin et les principes du bouddhisme. Celui de la rédaction. Promouvoir les échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine à travers la musique et la danse, c'est l'objectif de la troupe de danse Nanwa Arts. Le groupe fusionne les influences des arts de la scène d'Afrique et de l'Extrême-Orient. Une troupe financée par le temple Nanwa, le plus grand temple bouddhiste d'Afrique, situé près de Pretoria. Le groupe Nanwa Art de la scène est un échange multiculturel composé de tambours chinois, de chansons chinoises, de danses chinoises engagées dans la danse africaine, de chansons africaines, de tambours africains et de marimba. En plus de la danse, l'Académie Nanwa, située dans la province du Gauteng, permet aux jeunes filles de zones rurales et sous-développées d'acquérir les fondamentaux de la culture chinoise. Elles y apprennent ainsi le mandarin, les principes du bouddhisme et adoptent un régime végétarien. Un programme qui leur permet ensuite de recevoir des bourses d'études. Rester ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au début, c'était un peu difficile. Le quotidien est différent de ce à quoi nous sommes habitués, en particulier le régime parce qu'il est strictement végétarien. Mais ensuite, nous nous y habituons. C'est agréable de rester ici, nous appelons à la maison de temps en temps. Une ouverture sur le monde asiatique qui a permis à la troupe de danse Nanwa Arts de se produire lors de nombreux événements culturels en Afrique du Sud, notamment dans l'émission South Africa's Got Talent, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques comme Taïwan, la Chine, la Malaisie et les Philippines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.